Ce sont ces gens qui sont surtout proches du cartel bancaire de Wall Street, de leurs plus grandes entreprises clientes, et qui clairement peinent à garder leur hégémonie dans le monde, à continuer d'être une puissance coloniale. Et depuis le 28 février, il me semble que c'est la faction néocolonialiste qui a fini par l'emporter et qui tient maintenant les rênes de la politique réelle. Le FMI a-t-il insisté sur le Donbass? Parce que, bon, le FMI, disons-le, c'est une façade du cartel bancaire mondial. Donc ce sont en grande partie des intérêts privés qui se cachent derrière des organisations d'aide internationale, appelons-les comme ça. En gros, le Donbass représentait environ 80% du PIB de l'Ukraine. Donc une Ukraine sans le Donbass valait bien moins qu'une Ukraine avec le Donbass. Mais vous savez, les gens du Donbass, égoïstement, ne voulaient pas partager ces ressources avec les banquiers occidentaux. Alors il a fallu les prendre par la force. Bienvenue dans World Affairs in Context. Je suis Lena Petrova et aujourd'hui je suis vraiment ravie de la conversation que nous allons avoir avec Alex Kranor. Alex est le fondateur de Kranor Analytics et de iSystem Trend Following. Je mettrai les liens dans la description ci-dessous. En tant qu'expert en matières premières, Alex a travaillé comme analyste de marché, chercheur et gestionnaire de fonds spéculatifs. Il possède une mine d'informations passionnantes et une connaissance extrêmement approfondie de ces sujets. Alex tient aussi une page Substack très populaire que je lis régulièrement et que je recommande vivement. Alex, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci pour l'invitation, Lena. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et j'adresse mes salutations les plus chaleureuses depuis la Croatie à vos téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Je suis ravie que vous preniez le temps de nous rejoindre pendant vos déplacements et je vous en suis vraiment reconnaissante. Alex, vous avez récemment publié un excellent article sur Substack et dès que je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle parce que je sais que le public va être très intéressé. Dans cet article, vous commencez par un avertissement assez clair. Nous serions en réalité bien plus proches d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie que la plupart des gens ne l'imaginent. Vous soutenez que les frappes à longue portée sur le territoire russe ne sont pas seulement des opérations militaires, mais de véritables provocations calculées. Et bien sûr, c'est le cas, puisqu'elles ne changent pas le cours de la guerre sur le terrain. Elles causent certes des dégâts économiques temporaires, mais elles entraînent une riposte militaire plus forte de la part de la Russie. Alors, pourquoi pensez-vous que ces attaques ont été programmées pour coïncider avec l'anniversaire de l'opération Barbarossa? Et selon vous, le symbolisme joue-t-il aujourd'hui un rôle plus important dans la communication géopolitique que ce que beaucoup d'analystes et de commentateurs veulent bien admettre? Oui, très bonne question, Lena. Je pense qu'absolument, oui, c'est bien le cas. Parce que, comme vous l'avez dit, ces frappes en territoire russe n'ont aucune logique stratégique. Elles ne peuvent pas changer le cours de la guerre. Elles ne peuvent pas inverser la défaite de l'Ukraine sur le champ de bataille. Mais ce qu'elles font, c'est terroriser la population russe. Et je pense que le calcul, c'est de faire pression sur la direction russe pour qu'elle riposte. C'est-à-dire qu'elle frappe les pays européens qui soutiennent l'Ukraine dans ses attaques à longue portée. Et par là, je veux dire les pays qui fournissent les technologies, le ciblage, le soutien en personnel et les communications par satellite qui permettent à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe. Donc, ça peut concerner plusieurs pays européens, mais probablement surtout l'Allemagne et le Royaume-Uni, et peut-être aussi l'Estonie, la Pologne et la Roumanie. Plusieurs endroits en somme.
Et je pense que la raison pour laquelle ils veulent élargir cette guerre tient en grande partie à la situation politique intérieure qu'ils ont chez eux. Parce que surtout en Allemagne, on voit la montée du parti AfD, qui, si des élections avaient lieu aujourd'hui, serait très probablement le parti appelé à former le prochain gouvernement. Et ils ont dit clairement qu'ils voulaient entretenir une relation positive et constructive avec la Russie. Et puis, au Royaume-Uni, je pense qu'il y a un vrai risque de guerre civile, ou même de révolution, dans un avenir proche. Et ça, ce serait une évolution sur laquelle les élites au pouvoir n'auraient absolument aucun contrôle. Et dans l'histoire, encore et encore, on voit que quand la révolte sociale atteint son point d'ébullition, les dirigeants crient « les barbares sont aux portes », parce qu'ils veulent détourner la colère du peuple vers un ennemi extérieur. Because they want to divert people's anger to the external enemy. They want to send as many military-aged men. Ils veulent envoyer le plus grand nombre possible d'hommes en âge de combattre sur le front. Et ils veulent s'assurer que le moins possible en reviennent. En gros, ils cherchent à réduire la population masculine en âge militaire, parce que c'est la plus grande menace pour leur pouvoir. On l'a vu à de nombreuses reprises dans l'histoire. Pendant les guerres, les belligérants acceptaient des pertes totalement déraisonnables. Et puis, avec le temps, ces histoires sont racontées et répétées. Et on finit toujours par croire que c'était à cause de l'incompétence. Vous savez, on dit souvent que les généraux se battent toujours pour la guerre précédente, qu'ils ne comprennent pas les nouvelles technologies. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, on envoyait encore vague après vague d'infanterie traverser le No Man's Land, comme s'ils allaient se battre à la baïonnette. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des mitrailleuses, et les généraux n'en ont tout simplement pas tenu compte. Résultat, des millions d'hommes ont été massacrés pour rien. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Concrètement, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un général britannique. Il s'appelait Sir Alexander Haig. Non, pardon, Sir Douglas Haig. Et Sir Douglas Haig était responsable d'environ 2 millions, peut-être plus, de morts parmi les fantassins britanniques. On ne peut pas parler d'incompétence, parce que Sir Douglas Haig est passé par l'Académie militaire, et il a suivi un cours spécifiquement consacré à la nouvelle technologie de l'époque, la mitrailleuse. Donc il savait très bien ce qu'était une mitrailleuse. Ensuite, lui et Winston Churchill ont commandé des batailles en Afrique, où les troupes britanniques ont utilisé des mitrailleuses, et ils ont massacré un très grand nombre d'Africains jugés trop arrogants. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et partout où Sir Douglas Haig allait sur le champ de bataille, des centaines de milliers de soldats britanniques étaient tués. Il le faisait sans relâche. Ce n'était pas du genre 1, 2, 3 hurrahs, puis « Ah bon, ça ne marche pas ». Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Non, lui, il a continué, encore et encore, sans jamais s'arrêter. Et bien sûr, il a fini par être honoré par l'establishment britannique. On lui a donné toutes sortes de titres, beaucoup d'argent, des propriétés, tout ce qu'il voulait. Et il a vécu heureux, jusqu'à un âge avancé, à promouvoir ses livres et à voyager partout. Donc, c'était clairement fait exprès. Et je soupçonne que très souvent, c'est encore fait exprès. La guerre qu'ils essayent de provoquer contre la Russie aujourd'hui est probablement, en grande partie, motivée par cette même angoisse existentielle, ce sentiment que quelque chose de vraiment grave est en train de leur arriver. Vous savez, surtout en Angleterre, après la publication de ces rapports sur les viols collectifs, et notamment l'enquête menée par Rupert Lowe, la situation a vraiment changé. Parce que, jusqu'ici, les élites au pouvoir faisaient tout pour enfouir ce problème, pour le faire disparaître de la mémoire collective. Et toute personne qui osait en parler se faisait traiter de raciste, de fanatique, d'islamophobe.
Les médias, eux, répétaient sans cesse que la plupart des viols en Angleterre étaient commis par des hommes blancs, pas par des musulmans, pas par des immigrés. Et ils ont presque réussi à faire disparaître toute cette affaire. Parce que jusqu'à il y a environ un an, beaucoup de gens en Angleterre, si vous leur parliez des grooming gangs, répondaient que c'était une théorie du complot, une légende urbaine, quelque chose de largement exagéré. Mais maintenant, on sait que ce n'était pas exagéré, qu'au moins 250 000 filles en Angleterre ont été violées de la manière la plus horrible, viol collectif, traite, prostitution forcée, et que tout cela dure depuis au moins 1955. On sait aussi que l'ensemble de l'establishment britannique a aidé et soutenu ce système et ses réseaux, depuis les policiers dans la rue jusqu'au Premier ministre et à la famille royale. Et quand le rapport est sorti, ni le gouvernement, ni les médias, ni la famille royale n'ont pris position. Imaginez, le plus grand crime jamais commis contre le peuple britannique a été découvert, documenté, présenté dans un rapport d'enquête parfaitement crédible, et personne n'a rien à dire. Je crois que les Britanniques commencent à comprendre que ceux qui les gouvernent sont en réalité leurs ennemis. Et donc, ce serait le moment où, vous savez, le professeur américain d'histoire, David Betts, il parcourt le pays en disant que la Grande-Bretagne est dans une configuration explosive, prête à basculer dans une guerre civile. Et maintenant, le peuple britannique doit encaisser cette horreur. Je pense que ça va prendre du temps, mais la colère monte, clairement. Alors maintenant, ce serait tellement pratique de détourner cette colère vers un ennemi extérieur, la Russie. Et, chose assez ironique, la veille de la publication du rapport de Rupert Law sur les gangs de prédation, les forces spéciales britanniques ont arraisonné un pétrolier russe dans la Manche. Le navire naviguait en eau internationale, ce qu'il a parfaitement le droit de faire. Ils ont ensuite confisqué le bâtiment, l'ont remorqué dans les eaux britanniques et ont fait semblant que les Russes violaient le droit maritime avant de s'en emparer. C'était clairement une provocation, dirigée contre les Russes. Et puis le lendemain, il y a eu un yacht privé, un genre de hors-bord, qui fonçait droit sur un navire de guerre russe. Après des tirs de sommation, il a finalement été détourné. Mais on a vraiment l'impression que des actions extrêmement imprudentes sont menées, comme si on cherchait désespérément à pousser les Russes à réagir d'une manière qui pourrait servir de prétexte à la classe dirigeante. Histoire de pouvoir dire « Ah, vous voyez, les Russes nous attaquent. Il faut qu'on s'unisse et qu'on défende notre patrie. » Et ainsi de suite. Vous voyez le genre. Et maintenant, la situation est complètement différente. Et puis, dans les médias, on voyait bien, tu sais, les médias se mettaient tous ensemble à battre bruyamment le tambour de la guerre. Nous sommes menacés, nous sommes attaqués, une invasion se prépare, il faut défendre le pays. Tous les hommes patriotes doivent se porter volontaires pour le service militaire. Et là, tu as ce discours du genre, les barbares sont aux portes, appelons la population masculine et tout ira bien. Le pays va se retrouver rempli de femmes, d'enfants et de personnes âgées vulnérables, et ils auront besoin de notre protection. Et voilà, encore une fois, on gagne. Donc, je pense que la direction russe comprend très bien ces dynamiques, et c'est pour ça qu'elle ne leur offre pas ce cadeau inespéré de réagir à ces provocations. L'un des arguments centraux, c'est que le président russe, Vladimir Poutine, a fait preuve d'une retenue remarquable malgré des provocations répétées, parce que les frappes de longue portée contre la Russie, à la fin du mois de juin, j'ai oublié les dates exactes, mais c'était vers la fin du mois, ces frappes étaient en réalité destinées à provoquer une réaction. Comme vous l'avez dit, elles
visait à susciter une réponse plus forte que la Russie est tout à fait capable de donner, mais qu'elle choisit de ne pas donner. Donc, d'un côté, on voit des gens comme vous, et je suis d'accord avec vous, la Russie a fait preuve jusqu'ici d'une retenue vraiment remarquable. Mais ensuite, les think tanks occidentaux affirment que cette retenue reflète en réalité les limites militaires de la Russie plutôt que la patience stratégique de Vladimir Poutine. Ils disent en gros que la Russie s'effondre économiquement, que l'armée russe aurait, une espérance de vie de 20 minutes. Je crois qu'il y a eu un rapport fin juin sur l'espérance de vie sur le champ de bataille, des choses absolument absurdes qui sortent de ces rapports, de ces think tanks et qui sont aussi reprises par des experts. Alors, comment répondez-vous à ces arguments? Quelle serait votre réponse à l'idée que ce sont en fait les faiblesses et les limites qui guident la politique russe et non la retenue? J'ai tendance à penser que les gens ne sont pas aussi stupides que ça. Et je crois qu'ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Mais, vous savez, si la Russie a un avantage écrasant sur l'Ukraine, si l'Ukraine est en train de perdre, si la Russie est en train de gagner, alors il n'y aura pas beaucoup de monde prêt à reprendre le flambeau. Vous n'allez pas convaincre beaucoup de mercenaires de s'engager pour aller se battre. Donc, il faut créer cette impression que c'est maintenant, que c'est le moment où on peut renverser la situation, où on peut vaincre la Russie. Alors on dit, allez, tout le monde, $2 000 par mois, vous allez être des héros. Inscrivez-vous, devenez volontaire, mercenaire, et vous allez vivre une grande expérience, celle de vaincre un ennemi, d'être du côté des vainqueurs, et ainsi de suite. Et puis il y a aussi un autre aspect, beaucoup plus laid et plus cynique. Mais vous savez, beaucoup de pays occidentaux ont acheté énormément d'obligations ukrainiennes. Et ces obligations ne vaudront pas grand-chose si l'Ukraine perd la guerre. Donc, en parlant des perspectives de l'Ukraine de façon très optimiste, on essaie aussi de faire remonter la valeur de ces obligations. Parce que je pense que les détenteurs actuels aimeraient sans doute beaucoup s'en débarrasser, vu qu'elles risquent de ne plus rien valoir du tout. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils continuent, malgré toutes les preuves sous leurs yeux, à relier désespérément des points improbables, des hypothèses, des rêves éveillés, des illusions, pour se convaincre que, vous voyez, l'Ukraine a renversé la situation, qu'elle est maintenant du côté des vainqueurs, et qu'elle se trouve aux portes de Moscou. Je ne peux pas croire qu'ils soient à ce point stupides. Donc je dois supposer qu'ils savent très bien qu'ils mentent. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils mentiraient. Mais il faut aussi aborder ces mensonges avec un esprit critique et comprendre qu'ils mentent pour une raison. Cette raison, c'est peut-être qu'ils aimeraient que je sacrifie mes fils, que je les envoie faire la guerre contre la Russie. Et ils aimeraient que d'autres parents, partout dans le monde, fassent la même chose. Ils voudraient qu'on abandonne notre argent, nos retraites, tout ce qu'on a, pour financer cette guerre, parce que selon eux, elle est presque terminée. La Russie serait finie. Alors, allons tous faire cette guerre. Moi, je pense que c'est un fantasme. Absolument. À quel moment, selon vous, la direction politique de la Russie pourrait-elle estimer que la retenue n'est plus tenable? Parce que vous savez, on parle d'une réponse militaire, mais une réponse militaire découle forcément d'une décision politique. Il faudra donc une décision politique au Kremlin pour dire, bon, puisque notre retenue est perçue comme une faiblesse, puisque nos lignes rouges sont sans cesse franchies par l'Occident, nous ne considérons plus que nous devons continuer à nous contenir. Pensez-vous qu'on en soit déjà là ou que ce moment n'est pas encore venu?
No, I think we're past that point, Lena, but I think, Non, je pense qu'on a dépassé ce stade, Lena. Mais je crois qu'il y a deux aspects à tout ça. D'un côté, il y a la réponse militaire, qui serait justifiée. La Russie aurait de bonnes raisons d'adopter une position très très ferme sur le plan militaire et de réagir à toutes ces provocations. Mais je pense que la direction russe fait preuve de beaucoup de sagesse, parce qu'elle comprend que si elle répondait à ces provocations, elle redonnerait en fait un souffle de vie à la direction européenne décadente, qui ne peut rester au pouvoir plus longtemps que si elle parvient, d'une manière ou d'une autre, à provoquer une guerre contre la Russie. Donc oui, une réponse militaire serait une riposte légitime. Mais sur le plan stratégique, cela compliquerait les choses de façon dramatique, au point qu'on ne pourrait plus prévoir l'issue. Parce qu'en ce moment, on peut prévoir que tous ces partis au pouvoir, comme la CDU en Allemagne, avec le chancelier Merz, Emmanuel Macron en France, ou le Parti travailliste au Royaume-Uni, sont tous en forte perte de vitesse. Ils sont profondément impopulaires auprès de leur population. Alors si vous vous mettiez vous-même dans le rôle d'ennemi extérieur qu'ils souhaitent vous attribuer, et que vous donniez du crédit à leur récit selon lequel vous seriez cet ennemi extérieur, vous leur redonneriez de l'élan. Et là, je pense qu'on se dirigerait presque inévitablement vers un scénario de Troisième Guerre mondiale, semblable à la Première et à la Seconde sur le continent européen. Ce serait, encore une fois, une Europe unie contre la Russie. Et à ce moment-là, les tambours de la guerre deviendraient si assourdissants qu'il ne serait plus possible d'exprimer un point de vue différent. Parce qu'ils diraient aussitôt « Ah, vous voyez, c'est un pantin de Poutine. » Aha, you are a Putin puppet. You are not sufficiently patriotic. Are you a traitor? Tu n'es pas assez patriote. Es-tu un traître? Et c'est là que se crée cette psychose de formation de masse, comme l'explique Matthias Desmet, qui rend impossible à toute dissidence de vraiment jouer un rôle important. Cela permet au pouvoir en place de gérer toute opposition de manière très cruelle, très efficace. Et ensuite, on installe un état d'esprit totalitaire, entièrement tourné vers la guerre. Les gens ordinaires auraient du mal à résister à ça. Donc, je pense que les Russes ne veulent pas que tout cela se cristallise soudainement. Ils ne veulent pas que les peuples européens se rassemblent autour du drapeau et fassent bloc derrière leurs dirigeants, pourtant très impopulaires. Ils veulent que tout ça se dissipe. Et je pense qu'ils vont persévérer dans cette direction. Je crois aussi que la réponse militaire, très dure, va continuer à viser principalement, voire exclusivement, l'Ukraine. On a vu que la rhétorique en Russie a changé. Jusqu'à présent, ils parlaient du Donbass. Maintenant, ils parlent de la Novorossia. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? À mon avis, ça veut probablement dire la région de Kherson, celle de Dnipropetrovsk, Odessa. Peut-être même Kiev. Donc ça pourrait être tout ce qui se trouve à l'est du Dnipro. Et je pense que c'est ce qui se prépare maintenant. Et franchement, je crois qu'il n'y a quasiment rien que les Européens puissent faire, à part continuer à infliger à la Russie ces petites égratignures agaçantes avec des frappes de drones, qui causent des dégâts et parfois quelques pertes aussi. Mais les Russes n'ont pas peur de ça. Les Russes ne paniquent pas parce que quelques personnes sont mortes. La Russie a subi 60 millions de pertes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils comprennent ce que c'est qu'un combat existentiel. Ils n'abandonneront pas leurs dirigeants parce que quelqu'un dans leur ville a été tué par un drone ukrainien. Au contraire, ça ne fera que renforcer leur détermination. Donc, j'ai bien peur que ces conséquences soient irréversibles. Et d'un point de vue strictement historique, je pense que tout le monde en Occident devrait être plutôt rassuré, parce que c'est au fond la défaite de la classe Epstein, qui a été tout aussi démoniaque sur le plan international, en menant ces guerres contre la Russie, contre le Moyen-Orient, et ainsi de suite, qu'elle l'a été envers ses propres populations.
Alors, plus vite, elle finira dans les poubelles de l'histoire, mieux ce sera. The sooner they end up in the dustbin of history, the better. En regardant les infos ce matin, je suis tombée sur un reportage parlant d'un drone ukrainien qui aurait attaqué une zone de marché très fréquentée. Et si vous êtes déjà allé en Ukraine, en Russie, en Europe de l'Est ou dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, vous voyez très bien à quoi ressemble un marché en plein air. C'est serré, les gens se frôlent, il y a du monde partout, des vendeurs, des petits étals. Bref, c'est vraiment bondé. Et donc, l'Ukraine a attaqué ce marché en plein air un vendredi matin dans la ville de Tokmak. Et vous savez quoi? Tokmak ne se trouve pas, disons, en Russie, comme on pourrait le penser. C'est en fait dans la région de Zaporijia, ce territoire ukrainien que Zelensky affirme que l'Ukraine doit récupérer. Alors la question, c'est pourquoi? Si vous pensez envoyer des milliers d'hommes ukrainiens se battre dans cette guerre pour défendre ce territoire, tout en attaquant la population civile sur ce même territoire, évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Des questions sur les véritables intentions et sur les intérêts que le régime de Zelensky défend et promeut réellement. Et ça montre bien que ce que vous venez de dire est vrai. On le voit tous les jours en Ukraine quand le régime de Zelensky agit en faveur des acteurs occidentaux tout en blessant et en maltraitant de manière délibérée et systématique la population ukrainienne qu'il prétend défendre. Oui, il se passe quelque chose de très étrange en Ukraine. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai l'impression que le gouvernement de Zelensky et ceux qu'il conseille, et je suis assez sûr que ces conseillers se trouvent à la City de Londres, que c'est le MI6 et l'establishment diplomatique britannique. Eh bien, ce n'est pas une simple supposition lancée au hasard. Quand Zelensky est devenu président, il est allé à Londres et a passé 2 heures en réunion avec Sir Richard Moore, qui était alors le chef du MI6. Ce qui était extrêmement bizarre, parce qu'il venait de devenir le président d'un pays. Normalement, il aurait dû rencontrer le Premier ministre britannique, ou le roi, pas le chef des services de renseignement extérieurs du Royaume-Uni. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Et on sait qu'ils ont été en contact étroit et qu'ils coordonnent de très près cette guerre. Et, vous savez, l'un des grands projets que le ministère britannique des Affaires étrangères et leurs services de renseignement soutiennent depuis longtemps, c'est le projet sioniste. Et il y a maintenant de nombreux rapports avec des vidéos, des images très crédibles, montrant la création de nouveaux villages et zones réservées uniquement aux Juifs, à l'intérieur de l'Ukraine, entourés de murs. Enfin, disons, clôturés, où les Ukrainiens ordinaires n'ont pas le droit d'entrer, et où une police exclusivement juive protège ces zones. C'est vraiment très étrange. Et je serais curieux de savoir si ce n'est pas lié à ça. Peut-être qu'ils ont décidé de vider Tokmak de sa population ukrainienne pour y créer de nouveaux ghettos. Oui, c'est possible. Dans votre article, une chose m'a particulièrement marquée. Vous citez l'avertissement de Mark Twain selon lequel les guerres commencent toujours par des mensonges. Avant de parler de l'aspect financier des guerres ou de ce qu'on appelle les guerres des banquiers, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce point. Dans votre article, vous écrivez, et je vais citer pour nos téléspectateurs, vous écrivez « Le petit groupe bruyant au milieu de nous continuera à réclamer la guerre jusqu'à réussir à créer une psychose de formation de masse qui rendra la guerre non seulement possible, mais sans doute inévitable, et l'Europe partagerait alors pleinement le sort tragique de l'Ukraine. » Vous décrivez ce que vous appelez une transition psychologique de phase, quand les sociétés pensent que la guerre est impossible, jusqu'au moment où, soudainement, elle devient inévitable. Alors, est-ce qu'on est déjà en train d'assister à cette transition psychologique à travers l'Europe, et sous quelle forme ou dans quelles expressions?
Est-ce qu'elle se manifeste aujourd'hui? Non, non, on n'en est pas là, et on en est même très loin. Vous savez, j'ai vécu cette période de transition, et ça a été un vrai choc culturel. Parce que quand la guerre a éclaté en ex-Yougoslavie, en 1991, j'avais 21 ans. Et je me souviens que, littéralement quelques jours avant le début de la guerre, peut-être un jour, 2 ou 3 avant, dans la rue, tout le monde disait que c'était impensable, impossible. Qui voudrait faire la guerre? Les peuples de l'ex-Yougoslavie, les Slovènes, les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Monténégrins, les Macédoniens. On partage beaucoup de choses. Nos cultures se recoupent énormément. Les Croates et les Serbes parlent la même langue. Le serbe et le croate sont à peu près aussi différents que l'anglais d'Angleterre et l'anglais des États-Unis. On se comprend parfaitement. Nous avons donc des racines très proches, peut-être même les mêmes. Nous étions liés, économiquement, culturellement. Même dans les familles. Vous savez, ma mère est serbe, mon père est croate, et c'était tout à fait normal. La plupart des gens ne savaient même pas qui était serbe, qui était croate. C'était juste des gens ordinaires. Alors imaginez que ces personnes, qui se voyaient comme faisant partie d'un même ensemble national, puissent se retourner les unes contre les autres et se faire la guerre. C'était irréel. Personne n'y croyait. Et puis, quand les missiles ont commencé à tomber, quand il y a eu des victimes, quand les journaux ont commencé à montrer les images, à dire qu'il y avait eu tant de morts ici, tant de morts là, des femmes, des enfants et tout le reste, cette bascule s'est produite presque instantanément. C'est arrivé presque du jour au lendemain. Avant la guerre, on pouvait encore avoir des discussions nuancées sur toutes sortes de sujets. On pouvait dire, eh bien, vous savez, les Serbes, ils ont un point de vue qui se défend sur ceci. Et les Serbes pouvaient dire, eh bien, les Croates, eux aussi, ont une préoccupation légitime sur cela. La vie paraissait normale. Et puis du jour au lendemain, tout a basculé. Et là, le patriotisme est devenu la valeur suprême dans la société. La volonté de se battre et de mourir, la disposition à exercer la violence sont devenues, comment dire, oui, à la mode, je suppose. Avoir une discussion nuancée est devenu très suspect. On vous demandait, tu n'es plus patriote, tu n'aimes pas ton pays, tu serais du côté de l'autre camp. Est-ce que vous seriez un sympathisant de l'ennemi? Du coup, les voix dissidentes se sont tues. Et la polarisation, le noir et blanc, s'est installée presque instantanément. C'est un effet indéniable. Si c'était le cas en Europe, on le saurait. Mais ce n'est pas le cas. On peut encore avoir des discussions nuancées. Je peux dire ce que je pense, et personne ne va venir frapper à ma porte pour m'emmener au milieu de la nuit. Mais ça pourrait arriver. Si, par exemple, la Russie décidait de riposter et de lancer un missile sur l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France ou la Pologne, alors cet effet pourrait se produire. Et là, on entrerait dans une logique de guerre totale. À ce moment-là, je crois sincèrement que la guerre deviendrait très probable, voire inévitable. Alex, je pense que ton expérience personnelle pendant la désintégration de la Yougoslavie est l'un des aspects les plus forts de cette discussion. Quel parallèle peut-on établir entre la guerre en Yougoslavie et celle en Ukraine, près de 30 ans plus tard? D'une certaine manière, c'est une partie du même conflit. Parce que vous savez, comme George Soros, Klaus Schwab et d'autres aiment nous le rappeler, c'est un affrontement entre des systèmes, entre des modes de gouvernance. Et je pense que la Yougoslavie, eh bien, la Yougoslavie étant dans les Balkans, composée de différents peuples, mais surtout, vous voyez, des Croates catholiques, des Serbes orthodoxes et des musulmans. C'est un terrain très propice à la division et à la stratégie du diviser pour régner.
C'est un endroit où il est très facile de provoquer des tensions et de déclencher des guerres. Et on sait que la diplomatie britannique essaie depuis longtemps d'influencer, en particulier la Bosnie, qui se trouve au centre de l'ancienne Yougoslavie et qui réunit Croates, Serbes et Bosniaques dans une même entité. Ils ont déjà, en quelque sorte, préparé le terrain pour attiser ce conflit. Et la raison, c'est que, eh bien, rappelons aussi que la Première Guerre mondiale a commencé à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. C'est là qu'un nationaliste serbe, Gavrilo Princip, qui en fin de compte avait été manipulé par le ministère britannique des Affaires étrangères, a agi à travers ce qu'on pourrait appeler l'état profond du service secret serbe pour assassiner l'archiduc autrichien François Ferdinand. Et ensuite, la Première Guerre mondiale a éclaté. Donc, c'est un terrain très propice pour déclencher une nouvelle guerre mondiale. Surtout parce que, si un conflit éclatait entre les Serbes, les Croates et les musulmans en Bosnie-Herzégovine, la Serbie serait presque inévitablement entraînée. Et presque inévitablement aussi, la Croatie le serait à son tour. Et si la Croatie est entraînée, il faut rappeler que la Croatie est un pays membre de l'OTAN. Alors, ça pourrait servir de prétexte pour activer l'article 5 du traité de l'OTAN. Et là, on aurait une réponse unie ou potentiellement unie de l'OTAN contre la Serbie pour aller pacifier la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, si la Serbie et les Serbes de Bosnie se retrouvaient face à l'OTAN, la Russie ne pourrait pas rester à l'écart. C'est donc le scénario qu'ils essaient de créer, une façon d'attirer la Russie sur un deuxième front dans ce conflit. Les Balkans pourraient ainsi devenir le deuxième front de la guerre menée par l'Occident contre la Russie. Et il y a un think tank britannique très connu, le RUSI, le Royal United Services Institute, qui il y a quelques années, je crois environ 2 ans, a publié un rapport affirmant que la Bosnie-Herzégovine deviendrait inévitablement le deuxième front de la guerre de l'Occident contre la Russie. The second front of West's war against Russia. So they were planning this. And Donc, ils préparaient tout ça. Et tous ces plans ont été complètement bouleversés par l'élection de Donald Trump. J'ai parlé avec des responsables de l'entité serbe en Bosnie, des membres de leur gouvernement, qui m'ont dit que depuis l'élection de Donald Trump, la situation s'était totalement apaisée. Ils m'ont dit que c'était comme si on vivait sur une autre planète. Les Britanniques, eux, sont très très contrariés par ça, mais ils n'abandonneront pas. Peut-être qu'ils attendront la fin du mandat de Trump, mais ils ne lâcheront jamais. Donc ce danger est toujours là. Il est bien réel. Mais ce que j'aime surtout souligner, c'est que la véritable guerre, en fait, se joue dans nos esprits. Parce qu'on a, je pense, tout le continent européen, tout ce qu'on pourrait appeler l'Occident uni, qui se trouve un peu en équilibre entre un conflit intérieur et un conflit extérieur. Donc, si les gens en viennent à percevoir leur véritable ennemi comme étant leur propre élite dirigeante, ils pourraient se retourner contre elle. Cela pourrait provoquer des soulèvements sociaux, des révolutions, voire des guerres civiles. On ne sait jamais. Il y a donc une bataille pour l'esprit du citoyen européen ordinaire. L'objectif, c'est qu'au lieu de voir leur propre élite dirigeante comme l'ennemi, ils détournent leur attention vers la Russie, présentée comme l'ennemi extérieur. Ainsi, les conflits internes pourraient être complètement désamorcés si l'on parvient à canaliser la colère publique contre un ennemi étranger. Et je pense qu'on est aujourd'hui à un point d'équilibre. On ne sait pas encore de quel côté ça va basculer. Les élites dirigeantes et les grands médias, eux, essayent tous de provoquer la Russie et de nous dire « Regardez, la Russie est l'ennemi. Il faut absolument aller en guerre contre elle. » Tu vois, les penseurs indépendants, les plateformes de réseaux sociaux, les blogs, les podcasts, tous se concentrent sur l'ennemi intérieur.
c'est littéralement une bataille pour l'esprit des gens. Et je pense que c'est très incertain, mais c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il fut un temps où on dépendait entièrement des journaux, de la radio et de la télévision pour savoir ce qui se passait dans le monde. Et à l'époque, on nous disait « Les méchants Allemands transpercent des bébés à la baïonnette en Belgique. Ils violent des femmes et les découpent en morceaux. » Des choses complètement fausses. Mais les gens n'avaient aucun moyen de vérifier, et ils supposaient que les journaux disaient la vérité. Du coup, on pouvait créer une sorte de psychose collective en disant « Bon, il faut partir en guerre. Il faut affronter ce mal venu d'Allemagne. » Et puis, il y a eu la Troisième Guerre mondiale, avec ses 20 millions de morts. Aujourd'hui, l'équation sociale a complètement changé, parce qu'on peut avoir ce genre de conversation, et que les gens peuvent les voir, les entendre, et consulter différentes sources d'informations. Du coup, ils ne sont plus aussi sûrs. Alors quand on leur dit que Vladimir Poutine est maléfique, que c'est le nouveau Hitler, les gens se disent « ça n'a pas vraiment l'air d'être ça, non? Peut-être qu'il est autoritaire, peut-être qu'il est agressif, peut-être qu'il traite très mal son peuple, peut-être que la guerre en Ukraine n'est pas justifiée, mais je ne le vois pas envahir l'Europe. D'ailleurs, où a-t-il dit qu'il voulait faire une chose pareille? Il ne l'a pas dit, et on peut voir beaucoup de ses discours, beaucoup de ses déclarations, en direct, et quand on écoute, on se dit, en fait, cet homme paraît plutôt raisonnable et rationnel. Et regardez, il ne réagit pas à la provocation. Il reste très mesuré. Donc cette tendance à voir la Russie comme les barbares aux portes contre lesquels il faudrait s'unir, eh bien, ça n'existe plus vraiment. En ce sens, je dis que l'incertitude, c'est une bonne chose. Parce que peut-être qu'avant Internet, avant les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu autant d'incertitudes. Vous voyez, les tambours de la guerre auraient juste continué à résonner, de plus en plus fort. La dissidence aurait été étouffée, avalée, et on aurait sans doute fini par se retrouver en pleine Troisième Guerre mondiale. J'ai remarqué que un des grands thèmes de ton travail, c'est le lien que tu fais entre le FMI, la finance internationale et les décisions de lancer des opérations militaires. Alex, parle-nous un peu de la façon dont la première, disons, guerre civile dans le Donbass en 2014, puis la guerre plus large en Ukraine sont en fait des guerres de banquiers. D'accord. Oui. Alors, je travaille sur un livre à propos de l'Ukraine, avec un regard un peu historique, mais surtout sur le coup d'État de février 2014, puis sur l'ATO, les opérations antiterroristes, et ensuite sur la militarisation et la nazification de l'Ukraine, en préparation de la guerre contre la Russie. Donc, il y a bien eu un coup d'État en février 2014. Et quand le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, la nouvelle junte, ils étaient plutôt satisfaits de gouverner à Kiev, de consolider leur pouvoir. Mais les habitants du sud et de l'est de l'Ukraine, pour la plupart russophones, se sont révoltés parce que le président Viktor Yanukovych, renversé pendant le coup d'État, était massivement soutenu par le sud et l'est du pays, en particulier le Donbass, n'est-ce pas? Il avait obtenu quelque chose comme 90% des voix aux dernières élections, avant 2014. Donc les gens n'ont pas accepté qu'il ait simplement été renversé par la force. Et puis tout à coup, un tout nouveau gouvernement, choisi directement par des responsables occidentaux, s'est mis à diriger le pays. Alors ils ont dit non, on ne reconnaît pas ça, on ne l'acceptera pas. Et c'est là que l'Ukraine a commencé à perdre le contrôle du Sud, de l'Est et du Donbass. Le nouveau gouvernement avait besoin de beaucoup d'argent. D'ailleurs, même Yanukovych en avait besoin, donc ils étaient sans arrêt en négociation avec le FMI. Et le FMI, lui, chipotait toujours sur chaque centime. And the IMF was always nickel and diming them. They were like, okay, well, we can give you maybe
Il disait quelque chose comme « Bon, d'accord, on peut peut-être vous donner 2 milliards de dollars, mais il y a toutes ces... » Et puis enfin, on sait, grâce à Mykola Azarov, qui était Premier ministre sous Yanukovych, que les conditions imposées à l'Ukraine pour obtenir des prêts du FMI étaient extrêmement dures, à tel point qu'ils ne pouvaient tout simplement pas les accepter, parce qu'ils étaient incapables de remplir ces conditions. Et en même temps, la Russie, elle, se montrait beaucoup plus généreuse. Juste avant le coup d'État, Vladimir Poutine avait proposé un prêt de 15 milliards de dollars, pratiquement sans aucune condition. Mais après le coup, tout à coup, le FMI est devenu beaucoup plus généreux, beaucoup plus conciliant. La condition, en revanche, c'était de reprendre le contrôle du Donbass et du sud du pays. Donc la junte n'était pas encore prête pour la guerre. Et les forces armées ukrainiennes n'étaient pas prêtes pour la guerre, surtout pas contre leur propre population. Alors quand l'opération antiterroriste a commencé, en avril 2014, ils ont envoyé des unités militaires. Mais les soldats n'obéissaient pas aux ordres. Parce que si on leur disait de tirer sur leurs propres concitoyens, ils refusaient, tout simplement. Et donc, le FMI a dit en gros au nouveau gouvernement, « Écoutez, soit vous réprimez ces rebelles et vous reprenez le contrôle du Donbass par la force, soit on ne vous accorde aucun prêt. » C'est pour ça que le nouveau gouvernement, la junte à Kiev, a lancé l'ATO, l'opération antiterroriste. Et disons que les actions militaires qui ont fini par se transformer en guerre civile ont été en grande partie dirigées par des responsables occidentaux. Parce que tout à coup, juste avant le lancement de l'opération antiterroriste, on voyait des Versailles et des responsables venus d'Occident. Par exemple, Carl Bildt a fait 7 voyages à Kiev. John Brennan avait pratiquement installé un bureau de la CIA à Kiev, et il y passait tout son temps. En fait, c'est lui qui a donné le feu vert pour lancer l'opération antiterroriste. John McCain s'y rendait régulièrement. Joe Biden aussi y allait souvent. Victoria Nuland, pareil. Donc voilà, et oui. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi le FMI insistait-il autant sur le Donbass? Parce que bon, le FMI, disons-le, c'est une sorte de relais du cartel bancaire mondial. Ce sont en grande partie des intérêts privés qui se cachent derrière une organisation d'aide internationale, si on peut dire. En gros, parce que le Donbass représentait, je crois, environ 80% du PIB de l'Ukraine, avec la majorité du charbon du pays, la plupart des réserves de gaz naturel et de pétrole, et l'essentiel de la production d'acier ukrainienne. Tout ça, c'était dans le Donbass. Most of the steel production of Ukraine was in the Donbass, so they were literally about 80% of Ukraine's GDP. Il y avait littéralement environ 80% du PIB de l'Ukraine là-bas, ce qui veut dire aussi les recettes fiscales et tout le reste. Donc l'Ukraine sans le Donbass valait bien moins que l'Ukraine avec le Donbass. Mais vous savez, les gens égoïstes du Donbass ne voulaient pas partager ces ressources avec les banquiers occidentaux. Alors il a fallu les prendre par la force. Et il faut toujours garder à l'esprit pourquoi ces ressources sont si importantes. Parce que si vous prenez le contrôle de ces ressources, elles deviennent votre garantie. Vous pouvez émettre toutes sortes de prêts en vous appuyant sur ces ressources. Et ensuite, quand vous émettez ces prêts deviennent des actifs dans votre bilan. Alors, si vous êtes banquier, si vous faites partie de ceux qui sont derrière le FMI, vous vous dites, mon Dieu, si on prenait le contrôle de toutes ces réserves de charbon, de gaz naturel, de ces aciéries et de tout le reste, nos bilans pourraient grimper de plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est ça, en fait, que vous voulez. Si les Russes gardent le contrôle, ça vaut zéro. C'est pour ça qu'une fois qu'ils ont installé la junte, d'abord avec Arseniy Yatsenyuk, puis ensuite avec Poroshenko, ils les ont poussés à faire la guerre contre les populations russophones du sud et de l'est de l'Ukraine, pour écraser leur rébellion, leur imposer le nouveau gouvernement et en prendre le contrôle par la force.
C'est vraiment tragique. Oui, c'est vraiment tragique. C'est absolument tragique et je vous remercie. Je sais que c'est un sujet très complexe avec énormément d'éléments en jeu et beaucoup d'intérêts différents. Mais je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir pris le temps de nous expliquer les points essentiels, ceux qui sont indispensables pour comprendre non seulement ce qui s'est passé en 2014, mais aussi tout ce qui s'est déroulé en Ukraine depuis et pourquoi le pays se trouve aujourd'hui dans une situation aussi tragique et dévastatrice. Alex, peut-être qu'on peut conclure avec une question un peu plus large, d'ordre géopolitique, sur la position des États-Unis en ce moment face à la guerre avec la Russie. Il y a beaucoup de récits contradictoires qui circulent. Les négociations entre les États-Unis et la Russie se sont révélées pratiquement inutiles. Et bien sûr, le régime de Zelensky refuse de faire des compromis pour préserver la vie de la population et en réalité, pour sauvegarder le territoire qu'il peut encore conserver. Mais du point de vue de Washington, quel est l'objectif stratégique aujourd'hui? Est-ce de contenir la Russie, de simplement l'affaiblir en lui infligeant le plus de dégâts possible, ou est-ce quelque chose de plus large que ça? C'est une bonne question, Lena. Je ne suis pas totalement sûr. Parce que, tu sais, j'étais de ceux qui espéraient vraiment que la deuxième administration Trump allait amorcer un vrai virage radical dans la politique étrangère des États-Unis. Mais il semble que ce n'était pas sincère. Et si, enfin, ce que les responsables de l'administration Trump, et Trump lui-même, disaient, c'était quelque chose comme, bon, l'ordre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. C'est dépassé. C'est un échec. Il faut accepter une intégration multipolaire. Il faut devenir partenaire avec des pays comme la Russie, la Chine et d'autres encore. Il faut traiter les autres nations avec respect, et ainsi de suite. Et donc je me suis dit que c'était crédible, parce qu'il y avait vraiment des initiatives politiques qui allaient dans ce sens. Surtout quand la délégation américaine est venue à Davos, le centre mondialiste par excellence, et qu'ils ont dit « Écoutez, c'est fini. La mondialisation, c'est terminé. Vous avez perdu. Construisons un autre type de monde. » Et puis il y avait un représentant au commerce, Jameson Greer, qui a fait toute une présentation sur le système américain d'économie politique, en citant des figures comme Alexander Hamilton, Abraham Lincoln et Henry Carey. Là, je me suis dit, bon, ils ont clairement réfléchi à tout ça, donc ils sont sérieux. Et Trump lui-même, à plusieurs reprises, quand il demandait aux gens de voter pour lui, disait quelque chose comme « Rejoignez-moi dans la lutte contre la classe des financiers mondiaux », pratiquement dans ces termes-là. Je me suis dit qu'il ne dirait pas ça s'il ne le pensait pas vraiment, tu vois. Mais tout ce vernis s'est effondré le 28 février, quand il a attaqué l'Iran. Et cette attaque a révélé autre chose. Pas une ouverture vers un monde multipolaire, mais un retour assumé à l'hégémonie américaine. Alors, si c'est bien ça, ça veut dire que leur rapprochement avec la Russie n'était peut-être qu'un calcul, pas très sincère. Peut-être une tentative pour éloigner la Russie de son partenariat avec la Chine, pour la ramener dans l'orbite occidentale et isoler la Chine de cette manière. Et aussi, peut-être, pour convaincre la Russie de ne pas s'en mêler, de ne pas soutenir l'Iran. Dans la lutte à venir contre l'Iran, ils voulaient sans doute s'attirer la bienveillance des Russes, en gros leur faire comprendre « D'accord, ce sera entre vous et les Iraniens. » Nous n'avons rien à voir avec ça, donc nous ne soutiendrons pas l'Iran. Peut-être que c'est ça en fait qui se jouait vraiment. On ne le saura peut-être jamais avec certitude, mais tout ça semble indiquer une tentative un peu plus subtile de réaffirmer une forme d'hégémonie. Et vous savez, l'hégémonie de l'Empire occidental a toujours signifié, avant tout, une domination sur le continent eurasiatique. Il me semble donc que, bon,
Les États-Unis ne sont pas un bloc monolithique. Il y a des gens qui veulent certaines choses et d'autres qui en veulent d'autres. Certains souhaitent un retour à la tradition républicaine américaine, la réindustrialisation du pays, la remise en état des infrastructures, la création d'emplois de qualité, bien rémunérés, et ainsi de suite. En somme, une amélioration du niveau de vie du peuple américain. Mais il y a ces gens qui sont surtout proches du cartel bancaire de Wall Street, de leurs plus grandes entreprises clientes, et qui se battent clairement pour garder leur hégémonie dans le monde, pour continuer à agir comme une puissance coloniale. Et depuis le 28 février, il me semble que c'est la faction néocolonialiste qui a pris le dessus et qui tient désormais les rênes de la politique réelle. À mon avis, cette orientation finira par échouer. Elle risque même de se retourner contre les États-Unis et de leur nuire. Mais apparemment, c'est la voie qu'ils ont choisie, à fond. Merci beaucoup pour cette conversation passionnante. J'apprécie vraiment vos analyses. C'est toujours un plaisir d'entendre vos réflexions et de profiter de votre expertise, surtout quand on peut parler de vos excellents écrits. Je mettrai le lien vers votre Substack pour que nos spectateurs puissent le découvrir et vous suivre. Alex, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci, Lena. Je te souhaite plein de succès.